Merci de me rejoindre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce panel qui va parler du CHIPS Act, du capital risque, des aides publiques. Il y a une véritable remontada européenne et française en matière de semi-conducteurs, d'IA, de deep tech. Et tout ça, ça nécessite d'accompagner un tissu économique complet de la PME à la Gigafactory. Je me tourne vers vous, Madame Julie Galland. Je rappelle, vous êtes directrice de la recherche technologique au CEA, qu'on connaît sur énormément de sujets. Et j'ai honte, mais c'était passé un petit peu sous le radar. Je ne savais pas que vous étiez aussi actif et présent dans les semi-conducteurs. Et en plus, ça ne date pas d'hier. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce que fait le CEA dans le domaine? On a parlé du CEA LETI, mais il n'y a pas que cette structure chez vous qui s'en occupe. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, pour rappeler ce qui a été dit tout à l'heure, en fait, le semi-conducteur, c'est un investissement R&D constant et massif, entre 15 et 20% du chiffre d'affaires chaque année pour les entreprises, qu'elles soient start-up jusqu'à grands groupes. Et donc, une barrière à l'entrée colossale qui nous pousse chaque fois en plus dans une course qui est en plus exponentielle. Et donc, le CEA permet notamment d'apporter la mutualisation sur le passage le plus difficile en matière de R&D, c'est-à-dire cette fameuse vallée de la mort, de la maturation de la technologie, de la paillasse jusqu'à la chaîne de production, et aussi l'alignement des feuilles de route. Le CEA, c'est bien sûr l'énergie décarbonée, mais c'est aussi le numérique avec 3000 chercheurs aujourd'hui du semi-conducteur. Vous connaissez le CEA LETI, mais jusqu'aux systèmes embarqués et aux supercalculateurs, les systèmes embarqués avec le LIST. Et puis, et bien sûr, nous sommes les grands hébergeurs des centres de calculateurs français. 3000 chercheurs, également des plateformes de niveau industriel, avec un investissement de nouveau avec le soutien de France 2030 et du CHIPS Act européen dans une nouvelle salle blanche avec des équipements qui vont être au niveau du standard mondial. Alors le CEA, c'est ces 3000 chercheurs, finalement, ils travaillent avec plus de 600 partenaires industriels, de la toute petite PME en région jusqu'au grand leader mondial, avec notamment les plus grands GAFAM. Et donc, nous constituons quelque part un écosystème avec une approche compréhensive de feuille de route qui bénéficie à tous nos partenaires. C'est cette logique, effectivement, d'alignement des feuilles de route. Un exemple, nous participons depuis les substrats avec Soitec jusque dans l'intégration avec les véhicules, avec des partenaires comme Renault, Continental, Valeo, pour l'électronique de puissance. Et ça permet donc d'accélérer les feuilles de route et l'intégration de ces transformations essentielles aux industries de la transition de la mobilité vers l'électrique. C'est aussi une accélération finalement grâce à nos plateformes, grâce à nos travaux en équipe avec les partenaires. Ils passent la vallée de la mort, ils bénéficient finalement d'abaissement du risque et des coûts par la mutualisation. Et par exemple, on a accéléré finalement le développement de cette technologie SmartSiC avec Soitec en 4 ans, de la paillasse à l'usine qu'on a inaugurée en novembre 2023, à là où on aurait mis, où l'industrie seule aurait peut-être mis 6 ou 8 ans pour y arriver. Alors vous êtes financé vous-même par la puissance publique en partie. L'État investit déjà, mais quelle est la vision qui sous-tend ces investissements et quelle est votre vision dans les semi-conducteurs? Alors la vision que nous portons, c'est que l'espace numérique ne peut être maîtrisé et conforme à nos valeurs européennes que si nous en influencions les technologies. Ce sont des technologies sûres, éco-responsables et éthiques au sens de la donnée que nous voulons développer avec nos partenaires. Et si nous laissons finalement ces technologies aux mains de développement de puissance non européenne, elles ne portent pas la même vision que nous sur ce que doit être le numérique. En particulier, par exemple, sur l'efficacité énergétique ou l'éco-responsabilité dont on a entendu parler dans la table ronde dernière. Je donne un exemple, par exemple, sur la vision de la structuration en matière d'intelligence artificielle et de là où doivent être traitées les données. Bien sûr, vous avez une vision très concentrée portée par les grands hyperscalers américains ou chinois. Et nous portons une vision
plus équilibré entre ce qu'on va dire des données distribuées, traitées au plus près de l'utilisateur, qui soit industriel dans ses chaînes de production pour préserver sa confidentialité, ou auprès du citoyen sur ses dispositifs, je dirais, dans sa poche, le téléphone ou aussi l'IoT, par exemple pour la santé. Et donc nous développons toute une vision qui va du matériel, avec la question de la sobriété énergétique au plus près du matériel. Nous avons par exemple développé un composant que nous allons publier aujourd'hui, qui consomme 1000 fois moins dans la détection, la reconnaissance d'image que le même traitement effectué sur un processeur NVIDIA. Et ce composant, il est en FD-SOI. Bravo. Et voilà. Et donc ça permet de le faire au niveau de la personne, puisqu'on a une contrainte énergétique. Et deuxièmement, d'avoir une confidentialité des données. Donc c'est par exemple le traitement homomorphe, le laboratoire commun avec Dawex, que nous pouvons développer, qui fait que nous préservons les données au plus près de l'utilisateur. Merci beaucoup. Soitec, puisque vous devez un petit peu cette société au CEA, on l'a bien compris, vous êtes aujourd'hui un acteur incontournable sur le marché des puces. Steve Babureck, je le précise, vous êtes directeur de la stratégie des relations investisseurs. Quels sont les marchés que vous servez? C'est bien déjà de parler des débouchés. Vous êtes en amont de la chaîne de valeur, c'est ça? Oui, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je suis ravi d'entendre les sujets qu'on écoute aujourd'hui parce que ça fait écho à l'histoire de Soitec. Donc Soitec, c'est une start-up effectivement issue du CEA Leti il y a maintenant une trentaine d'années. C'est un groupe international, leader mondial des matériaux semi-conducteurs. Donc ce que l'on design et ce que l'on fabrique dans l'Isère à Bernin, dans la métropole de Grenoble, ce sont des substrats innovants que nous vendons à nos clients fondeurs ou fabricants de semi-conducteurs intégrés pour servir plusieurs marchés. Tout d'abord, la téléphonie mobile. Les produits de Soitec se retrouvent dans 100% des smartphones. Pour 4G, servir 5G, 4G, 5G et d'ici la fin de la décennie pour servir la 6G. On se retrouve effectivement dans l'automobile avec des relais de croissance liés à la voiture autonome, mais aussi à l'électrification du véhicule. Et bien sûr, ce sont des produits que l'on retrouve pour soutenir toutes les applications qui utilisent l'intelligence artificielle, que ce soit l'intelligence artificielle dans le edge avec des objets intelligents, ou bien sûr dans les data centers pour rendre les réseaux plus rapides, avec moins de latence et aussi plus économiques. Alors vous avez connu toutes les étapes, start-up, société cotée, le financement de capital risque, financement des marchés financiers. Donc tout se passe bien pour vous. Vous avez travaillé aussi bien avec la BPI que le CEA. Absolument. Donc Soitec, c'est une trentaine d'années. Donc ça nous a mis un petit peu de temps pour parvenir aux milliards d'euros de chiffre d'affaires que nous réalisons aujourd'hui. Et l'ambition à moyen terme, c'est de doubler ce chiffre d'affaires. Donc on est clairement positionné sur des marchés en forte croissance. On a connu toutes les vies du financement depuis le capital risque. Dans les années 90, puis l'introduction en bourse 99, et maintenant Soitec, c'est une société donc cotée à l'Euronext Paris avec une capitalisation boursière de 4 milliards d'euros. Donc ça veut dire que sur les fonds propres, nous avons à notre capital des investisseurs institutionnels, BPI France, CEA Investissement, mais nous avons également des investisseurs français et étrangers qui sont des investisseurs institutionnels. Donc ça nous permet d'avoir accès à un marché de fonds propres qui est bien entendu dynamique. On pourrait bien sûr parler de la compétitivité des marchés financiers en France ou en Europe versus les États-Unis parce que c'est un élément également discriminant. Et puis nous avons accès à des financements de partenaires publics. Nous avons lancé notre dernière usine, donc Smart SiC. Donc on parlait de la genèse du produit Smart SiC avec la ligne pilote au CEA Leti. La phase d'après, c'est la construction d'une usine qui a été lancée à l'automne dernier et dont le financement a bénéficié de 100 millions d'euros de financement public. Madame Adeline Lemaire, vous êtes directrice exécutive Head of Fund Investment chez BPI France. Alors, on le voit, la vitalité de
Soitec. Vous avez des investissements extrêmement productifs. Quelle est la vision de la BPI sur les semi-conducteurs? Quel rôle joue la BPI dans ce secteur? On s'en rend un petit peu compte avec Soitec, mais est-ce que vous pouvez nous élargir un petit peu la vision? Bien sûr. Bonjour à tous. Ravi d'être ici ce matin. La vision de la BPI, c'est évidemment la vision d'une verticale qui est un enjeu stratégique pour un certain nombre de raisons qui ont déjà toutes été évoquées ce matin. Des enjeux de souveraineté pour réduire notre dépendance, sécuriser nos chaînes d'approvisionnement. Des enjeux de décarbonation par l'électrification de la mobilité, de l'industrie. Et puis des enjeux de réindustrialisation, et ça a été beaucoup dit ce matin également, l'enjeu en termes de réindustrialisation, de création, d'extension d'objets industriels, de capacité de production sur notre territoire, avec les effets induits en termes de création d'emplois et de valeur ajoutée locale, sont des enjeux fondamentaux. Donc on est très mobilisés chez BPI France sur l'ensemble du continuum de financement que nous pouvons actionner, de la subvention aux fonds propres en passant par les différents stades de prêts et de garanties que nous pouvons mobiliser. Et donc on est investisseur, si on se focalise maintenant sur la partie fonds propres dans un certain nombre d'entreprises qui sont bien représentées ce matin, ST Micro, Soitec, mais d'autres aussi également, Cypearl, Scalinx, Skequance, donc Presto Engineering si on parle également de Laval. Donc on est très présent donc en fonds propres dans l'ensemble de la chaîne. Ça c'est pour nos investissements directs. Et puis je pourrais dire aussi un petit mot peut-être des investissements indirects. Oui, non, c'est ça. Je voulais effectivement vous demander de préciser quelles sont les modalités d'intervention, d'investissement direct, et puis fonds thématisés. Vous dites ça vous intéresse de plus en plus. Voilà, Thomas Courbe, en introduisant cet événement, a mentionné l'action de BPI France en fonds de fonds et l'effet d'entraînement que ça a globalement sur l'écosystème de financement. Donc, on peut investir chez BPI France directement dans des entreprises. Donc BPI France est autour de table actionnaire parmi d'autres. Mais nous investissons également dans des fonds qui, à leur tour, prennent des participations dans des entreprises. C'est l'objet de l'activité qui est celle de mon équipe chez BPI France. On investit donc dans des fonds de capital risque et des fonds de capital développement transmission. Ce qu'on observe, c'est que aujourd'hui, ce sera certainement bientôt le cas, notamment avec les personnes qui organisent cet événement, mais il n'y a pas de fonds dédiés à la verticale des semi-conducteurs. Donc on retrouve des semi-conducteurs dans les portefeuilles de fonds d'investissement de façon éparse, de façon diffuse, mais avec ce qu'on peut souligner, finalement les fonds d'investissement qui se mobilisent peu au regard des opérations d'accompagnement de ces entreprises. Le marché du M&A sur les semi-conducteurs, c'est à peu près 40 milliards d'euros en moyenne sur ces 10 dernières années. Et c'est à 90% des opérations qui sont portées par les entreprises. C'est les corporates qui font ces opérations. On l'a dit, une industrie qui peut être vue comme très capital intensive et donc des équipes d'investissement qui se sentent peu équipées pour répondre aux besoins spécifiques de cette industrie, qui a pourtant besoin de faire de la croissance externe, qui a besoin d'être très intégrée. C'est, je pense, un segment qui se caractérise par la grande intégration sur la chaîne de valeur, et puis qui a besoin de rester à la pointe de la technologie. Donc l'apport de fonds propres professionnels qui peuvent être apportés par des fonds d'investissement est fondamental. Et donc à l'instar de l'intelligence artificielle, des métaux stratégiques, d'autres types de verticales stratégiques avec des enjeux de souveraineté, constituer un fonds d'investissement avec une thématique dédiée et qui pourra réunir une équipe d'experts sectoriels et d'investisseurs, ça a beaucoup de valeur et ça viendra se différencier par rapport à l'offre existante de fonds d'investissement plus généralistes déjà constitués. Très bien. Philippe Noton, je me tourne vers vous, je précise, vous êtes Chief Executive Officer de Cypearl. Je voulais revenir sur l'Union européenne qui avait frappé fort en juin 2023 avec le projet important d'intérêt européen commun PIEC, le plus gros jamais décidé, consacré aux semi-conducteurs, l'une des armes destinées à muscler la souveraineté de l'UE, dotée d'un investissement total de 21 milliards d'euros. Voilà, on entend différentes initiatives
fort louable, des montants importants. Et est-ce qu'il y a un ruissellement dans ce domaine ? Est-ce que ça diffuse bien ? On en parlait dans la première session. Il y a déjà quand même les difficultés de remplir des tableaux d'informations tellement longs que finalement on aimerait que l'argent arrive plus vite pour concrétiser les projets. Quel est votre sentiment là-dessus ? Et puis quand même petite description, si vous voulez bien, de Sea-Pearl, parce que chaque acteur a un positionnement, j'ai bien compris, sur cette chaîne de valeur, pour savoir ce que vous faites, si vous voulez bien. Bonjour à tous d'abord, merci de m'avoir invité. Alors je risque d'être un petit peu clivant par rapport à tout ce qu'on dit depuis ce matin. Sea-Pearl, c'est quoi ? Je vais prononcer encore le mot interdit, faiblesse. C'est-à-dire. Scalix l'a dit aussi tout à l'heure. Scalix, on a un troisième avec Vessora tout à l'heure. Faiblesse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va pas. On fait la conception, on ne fait pas la production. En plus, dans notre cas, shame on us, on ne va pas produire à Grenoble. On va produire à Taïwan. Ça n'aide pas. Donc, quand vous cherchez des fonds, vous êtes faiblesse, vous faites du hardware, vous ne produisez pas en Europe. En plus, vous êtes en disruption complète, parce qu'on dit ce que vous faites, c'est absolument impossible, ça n'a jamais été fait, d'autres ont essayé, se sont cassés la gueule. Ça veut dire que l'accès au cash est quand même très très compliqué. Alors, comme pour parler de notre produit, on développe un microcœur à trop haute performance. Notre premier design, parce que dans notre cas, on parle de design et pas de production, donc c'est du 6 nanomètres. Celui qu'on a démarré à Noël, c'est du 3 nanomètres, c'est-à-dire c'est clairement rupture dans l'écosystème local. Donc l'accès au cash est très compliqué. Première plateforme, coût de développement, donc coût de conception de l'ordre de 150 millions d'euros. La deuxième, Raya 2, qu'on a lancée à Noël, on est sur 220 millions d'euros de budget. C'est-à-dire, globalement, c'est ce qu'on va dépenser en conception, mais c'est quasiment le coût d'une petite usine. Donc on peut dire, si on sait financer des usines en Europe ou en France, on pourrait financer de la conception. Et en fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Notre levée de fonds a quasiment mis 3 ans. En 2023, on a la chance quand même en 2 tours, avril et décembre, de lever plus de 113 millions d'euros, ce qui est du jamais vu en série A en France. Alors on est des nains à côté de Mistral, mais on fait pas des LLM, on fait du hardware. Et comment est-ce qu'on a pu le faire ? Tout simplement parce qu'il y avait une vision européenne derrière. Je dirais, on a eu le backup de Bruxelles très très vite. Notre fonds d'amorçage, contrairement à ce qui tout se fait tout ce qui se fait toujours dans la tech française, ça a été, nous, un grand européen. On a pu démarrer avec un grand de 6 millions d'euros, qui après est devenu 10 millions d'euros. Et toute la problématique en France, quand vous démarrez avec un grand, c'est que vous n'avez pas de fonds propres. Donc allez en plus, après, essayer de chercher des subventions en France, quand vous n'avez pas de fonds propres, et qu'en plus, malheureusement, tout ce qui vient de Bruxelles, en France, ça pique un petit peu. Voilà, ça a été un peu compliqué. Finalement, on y a réussi. Vu qu'on a, sur notre série l'année dernière, on a eu la chance d'être alumni EIC. L'EIC comme European Innovation Council qui finance énormément de semi-conducteurs. Et on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, mais c'est le premier fonds Deep Tech européen. Et on espère qu'ils vont nous suivre sur la suite. On a eu la Banque européenne à bord, parce qu'en fait, on a démarré l'Advisory Hub de l'EIB en fin 2018. Bon, 5 ans, mais ça, on a réussi. France 2030, French Tech Souveraineté, qui finance comme tout ce qui est stratégique en partie du semi-conducteur. Et j'ai 2 investisseurs corporate à citer. On a ARM, dont on parle beaucoup, qui est un très très gros corporate et qui est fondamental sur ce qu'on fait en termes de composants de calcul et basse consommation. Et Atos Évident, qui est pas mal dans l'actualité en ce moment, mais qui a compris peut-être avant tout le monde les vertus de l'intégration verticale, c'est-à-dire de maîtriser également la partie semi-conducteur. Alors, on a démarré vite, mais comme vous êtes modeste, j'y reviens. Parlons quand même des performances de Sea-Pearl qui se développent à grande vitesse. Je crois créé en 2019, vous avez déjà 6 centres de R&D. On va revenir sur les difficultés, les enjeux du financement. Vous pouvez redire quand même ce que vous faites. Vous concevez le microprocesseur à forte puissance de calcul et basse consommation destiné aux supercalculateurs européens. Mais je ne suis pas ingénieur, il vaut mieux que ce soit vous qui en parliez. C'est ça, tout à fait. Le mandat et la vision de Bruxelles au départ, c'était de créer un Intel en Europe. Bon, un Intel sans l'usine, mais simplement pour les puces de calcul. Dans notre cas, c'est Microsoft trop de performance. C'est-à-dire, on agrège sur un transistor, sur une puce plus de 60 milliards de transistors. C'est des puces qui sont à la limite de ce qui est faisable, ce qu'on appelle les limites du réticule. Énormément de mémoire embarquée, ce qui va permettre de faire du calcul générique, très haute performance, mais également tout ce qui est inférence AI. Voilà, c'est un niveau de conception qui est unique. Il faut plus de 250 ingénieurs pour le faire. Aujourd'hui, on ouvre, comme vous disiez, notre 7e centre de R&D, parce qu'on a beaucoup parlé de l'accès au cash. Il y a une grosse problématique en Europe. Je dirais, aujourd'hui, on a plus de cash que d'ingénieurs. Donc la problématique, c'est plus maintenant de trouver de l'argent. Enfin, il en faudra quand même sur 2025, donc un appel aux investisseurs qui sont dans la salle. Mais
la problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à tenir notre budget en termes de recrutement. Les ingénieurs ne sont plus là. Je crois qu'on en parlait un petit peu. Le hardware, le semi-conducteur, c'est pas des métiers qui sont vus comme très sexy. Ils préfèrent plutôt aller dans les langages du web, le conseil et la finance. Donc là, on a une grosse problématique. Si on veut soutenir gérer les courbes de croissance, que ça soit sur Grenoble ou ailleurs, en plus, il va quand même falloir relancer des formations et que les ingénieurs y aillent massivement. Nous, aujourd'hui, 7 centres de R&D, on a 24 nationalités. Quand on poste une annonce, ça soit sur LinkedIn ou par des chasseurs, 2 CV reçus sur 3 sont hors Europe. Donc on a une grosse problématique. Merci. Grégoire Chauvière-Le Drian, vous êtes chef du bureau du groupe BUI en France. Et vous aussi, vous accompagnez ce développement des semi-conducteurs. Vous êtes présent sur quel secteur? Et puis, par exemple, sur ST Microelectronics, je crois que vous avez investi au moins 1,6 milliard. Donc, c'est vraiment des montants conséquents. Vous en êtes où? Si on peut faire un petit flashback de votre investissement dans le domaine. Non, effectivement, on a vu toute la matinée qu'il y a quand même des problématiques aussi d'accompagnement et de financement des dynamiques qui sont portées. Pourtant, c'est des enjeux très forts pour l'Europe: souveraineté, relocalisation, indépendance, autonomie. On les a répétés, et ça justifie la difficulté qui a été exprimée par rapport à la capacité des investisseurs à venir au démarrage, notamment la R&D, à venir aussi sur les montants des constructions d'usines qui sont capex intensives, comme on le disait tout à l'heure. Ça justifie et ça légitime le soutien public, que ce soit au niveau national avec BPI ou au niveau européen avec la BEI, avec le groupe BEI. Point important, et je pense qu'on a eu des exemples un petit peu différents de la palette d'outils et de capacités de financement du groupe, qui est en étroite collaboration naturellement avec l'orientation stratégique qui a été donnée par la Commission européenne, par l'Union. On parlait de remontada, il faut avoir en tête 90, la part du marché européen, c'était 44%. En 2020, on était à peu près à 20. En 2021, on est à 10. Et l'objectif, l'ambition qu'on s'est portée, c'est de passer à 20%, ça a été mentionné, à horizon 2030. Donc à côté de ça, il faut mettre des outils financiers. Il faut un cadre réglementaire, et le CHIPS Act apporte une certaine souplesse et une flexibilité, notamment par la qualification des aides d'État. Et il faut des outils financiers, en particulier avec le groupe BEI et l'European Innovation Council, l'EIC, qui a été mentionné. Alors on a des outils qui sont, je dirais, sur les deux spectres peut-être des besoins de financement. Si je commence par CIPERL, c'est un bel exemple, un grant de l'EIC, suivi par de l'equity direct de l'EIC et du venture loan, une obligation convertible à hauteur de 25 millions d'euros. On vous attend sur l'étape suivante en dette corporate, mais on sera ravis de pouvoir continuer cette aventure à vos côtés, parce que c'est l'enjeu et c'est l'intention de l'Europe. De l'autre côté, gros acteur, STM, effectivement ST, qu'on a accompagné à 3 reprises depuis 6 ans sur un montant total de plus de 1,6 milliard d'euros, et l'usine à Crolles avec Global Foundries pour près de 750 millions d'euros. Donc l'acteur présent, l'Europe est présente sur l'ensemble du spectre, en tout cas des besoins de financement, aussi de manière indirecte avec notre filiale, le FEI, qui accompagne des acteurs, même s'ils peinent à émerger avec une verticale claire sur les semi-conducteurs, mais on a pu le faire aux Pays-Bas, par exemple, avec Forward One, qui a investi dans des entreprises comme Calix. C'est très clairement dans notre stratégie sur l'ensemble du groupe et l'ensemble des outils. On répond aux engagements de l'Europe, aux besoins des États membres. Il y a des besoins très clairs qui sont, même si on est en bas de cycle probablement en termes d'acquisition, il y aura des besoins. On est à 40 milliards aujourd'hui sur un marché qui est évalué à 100 milliards à horizon 2030. Donc très clairement, il y aura besoin de financement public, et le groupe BUI sera là aux côtés des entrepreneurs et aux côtés des acteurs économiques pour pouvoir les soutenir. Donc vous accompagnez aussi bien des petites structures que des grandes? Tout à fait, en financement et en accompagnement technique, en advisory, puisqu'on essaye aussi de sensibiliser et d'accompagner les différents acteurs. Très bien. Je reviens, Monsieur Baburek, effectivement, sur vos besoins aujourd'hui. Et est-ce que, à terme, on va arriver à réduire cette dépendance, cet objectif de 20% de part de marché qu'a fixé le gouvernement? On a les bons ingrédients, la bonne dynamique pour l'atteindre, selon vous? Je pense qu'on a sans doute les bons ingrédients. Après, il faudra continuer à affiner la méthode.
Je pense que on a entendu dans les différents échanges, il y a quand même deux éléments importants. Le premier, c'est la spécialisation. Le deuxième, c'est l'intégration verticale. Sur la spécialisation, on parle d'une industrie qui réalise un chiffre d'affaires d'à peu près 600 milliards de dollars par an, qui devrait atteindre les 1000 milliards d'ici la fin de la décennie, et donc qui effectivement est très capitalistique en termes d'outils de production et aussi d'innovation. Donc effectivement, chaque région ne pourra pas tout faire. On a une notion d'interdépendance dans les semi-conducteurs dans le monde à travers les différentes régions. Et même si il y a un mouvement de déglobalisation, un peu de dislocation des grandes plaques géographiques, tout le monde a besoin de tout le monde. Donc en Europe, en France, il va falloir se spécialiser. On est très bon sur la recherche et développement, on est très bon sur certains équipements de production. Quand on pense aux Pays-Bas avec ASML, ASMI, Besi, qui sont des équipements indispensables pour la fabrication des nœuds les plus avancés, donc qui sont nécessaires pour TSMC. Maintenant, aller se battre sur la fonderie la plus avancée en Europe, c'est pas sûr que ce soit le meilleur combat, et c'est pas sûr que ça réponde aux ambitions des industriels européens. On a vu sur le plateau précédent des gens de l'automobile, des gens de la défense, qui n'ont pas forcément besoin des nœuds les plus avancés, mais qui ont besoin tout de même de capacité de production en Europe. Donc spécialisation tout d'abord, on est bon sur les équipements, on est bon sur les semi-conducteurs de puissance, on a vu avec ST notamment sur l'automobile. On est bon dans les capteurs, on est bon dans les matériaux. Voilà, il faut choisir nos batailles. C'est ce que font d'autres régions du monde qui n'ont pas forcément les moyens des États-Unis ou de la Chine, mais qui se spécialisent. C'est le cas de Taïwan, c'est le cas de la Corée, c'est le cas de Singapour. Donc premièrement, spécialisation. Deuxièmement, continuer à travailler l'intégration verticale, c'est important. Quand on a la chance d'avoir une chaîne de production qui commence au matériau semi-conducteur et qui va jusqu'à l'application finale, il faut se fixer quelques marchés, parce que c'est avec cette compréhension de l'ensemble de la chaîne d'intégration verticale qu'on est capable de développer des produits et des produits compétitifs. Et donc en Europe, il est certain que l'auto, l'aérospatiale, la défense, les communications mobiles, ça doit faire partie des secteurs d'activité sur lesquels il faut se concentrer. Vous voulez réagir, Philippe Notonge, ou... Oui, je boue un peu sur certains éléments. Désolé, je pense qu'il y a quand même un tropisme français, et j'ai un peu l'impression qu'on a des œillères sur beaucoup de choses. Vous regardez les chiffres, et on en parlait tout à l'heure dans l'intro de Deloitte. En fait, Nvidia, c'est 3000 milliards. Vous regardez dans le top 10, AMD, c'est faiblesse. Nvidia, c'est faiblesse. Qualcomm, c'est faiblesse. Intel, ça va mal, mais ils ont une fab. La valeur est où? Donc, est-ce qu'on va continuer à renforcer ce qui existe en Europe, ce qui existe en France, qui adresse quoi, 10%, 20% du marché, ou est-ce qu'on va enfin s'occuper de ce qu'on n'adresse pas et d'où sortent toutes les superstars en ce moment? Donc la question, c'est est-ce que la France ou l'Europe vont pouvoir engendrer le prochain Nvidia, le prochain Qualcomm? Et je ne suis pas persuadé que ce que j'entends aujourd'hui, où on ne parle que de fab, effectivement c'est important d'avoir des fabs. Tant que je sache, Nvidia en a pas, ils produisent à Taïwan, ils sont très contents et ils dégagent énormément de valeur là-dessus. Adeline Lemaire, est-ce que vous voulez nous donner votre point de vue? Voilà, on a compris que BPI France joue la carte des semi-conducteurs, mais laquelle? Il y a plusieurs cartes à jouer, on peut en jouer plusieurs, le fabless, le avec Fab. C'est Fabienne Fab qui vous le dit. Oui, je pense que j'ai cité différentes participations directes tout à l'heure que nous savons, qui m'encadrent. Donc, je pense que la capacité à soutenir différents modèles et à avoir la capacité d'appréhender l'hétérogénéité des différentes voies stratégiques de développement, y compris celles qui sont les plus efficaces pour notre pays, voilà, on est capable d'avoir cette agilité. Hein, je pense qu'on l'a démontré. Voilà. Ceci étant dit, on a un pôle d'expertise formidable, très bon en France, qui est très incarné aussi ici
tout à ma gauche, par le CEA. Le fait de renforcer ses atouts, c'est quand même certainement une voie stratégique que la France doit continuer à prendre avec des entreprises qui sont aujourd'hui des fleurons, qu'on va continuer à accompagner. Donc ça, c'est, je pense, quand même très important. Ensuite, le chemin est encore long, ça a été redit, le gisement de croissance est encore très fort. Et donc la diversification dans cette trajectoire qui est devant nous sur les 10, 20, 30 prochaines années sera également à l'œuvre. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le CEA veut rentrer sur ce sujet en particulier. Je voudrais revenir sur les modes d'accompagnement du CEA. Je crois que vous avez un incubateur. C'est intéressant de voir comment vous aidez ces sociétés, parce que votre ambition, je crois, c'est faire que ces sociétés deviennent des leaders mondiaux dans le secteur. Oui, tout à fait. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure le fait que nous avons finalement plusieurs modes de transfert. Le transfert auprès de partenaires industriels qui existent, mais également le transfert quand le besoin s'en fait sentir par l'essaimage. Et nous produisons chaque année, nous créons chaque année entre 8 et 10 start-up, essentiellement dans le numérique, mais également numérique applicatif, pour la santé, pour l'automobile, etc., qui en fait sont des deep tech industriels. C'est-à-dire, et quand on dit industriel, et là je m'inscris en équilibre entre, je dirais, ce que disait Monsieur Nothomb et ce que peut dire Soitec. C'est-à-dire que industriel, ça veut dire typiquement le besoin de fort capex pour terminer la R&D, pour industrialiser. Et quand on industrialise en faiblesse, Monsieur Nothomb l'a dit, c'est aussi un investissement industriel. Donc au fond, nous avons un incubateur, qui accompagne généralement soit nos chercheurs qui ont envie d'entreprendre, soit nous avons fait un accord avec Technofounders qui permet aussi d'adosser des entreprises, voire même, et là c'est pas dans le domaine du numérique, mais nous l'avions fait auparavant, nous pouvons créer des joint ventures. Je reviens sur le point important de créer, je dirais, cette notion de feuille de route commune qu'on a mentionné et de trouver les bons positionnements. Le bon positionnement, c'est effectivement en numérique de toute façon, quel que soit le positionnement, faiblesse, production, quel que soit le segment de marché adressé, il faut être le leader dans son domaine. C'est la règle du semi-conducteur. Soit on est leader, soit on est suiveur, et quand on est suiveur, on arrive difficilement à survivre. Et le point, c'est toujours dans le numérique, la course à la disruption. Donc, ce que l'on est en train de monter avec le CHIPS Act, c'est bien sûr le côté, les lignes pilotes qui ont été mentionnées tout à l'heure en matière de technologie de production, mais aussi, nous sommes en train de monter une initiative autour de la conception avec la Commission européenne, qui vont permettre, on l'espère, d'abaisser les barrières pour les utilisateurs comme pour les faiblesses, avec la mise à disposition d'un certain nombre de briques très innovantes, où nous participerons en tant que CEA, mais avec des concepteurs industriels. Donc c'est la nouvelle initiative qu'on est en train de construire dans les prochains mois avec la Commission européenne. Voilà une bonne nouvelle, Philippe Nothomb, pour vous donner le sourire. Une autre approche intéressante, c'est de regarder ce qui se passe dans les autres pays. Je me suis laissé dire, il y a peu, l'entreprise allemande Black Semiconductor a obtenu 228,7 millions d'euros de financement public. Ça c'est des choses qui peuvent exister en France, ce type de projet? Alors justement, on parlait de ruissellement tout à l'heure, IPCEI n'a pas encore ruisselé jusque chez nous. On a eu d'autres sources de financement. Vous citez Black Semi, effectivement, c'est 220 millions d'euros en Allemagne, et ça a été annoncé il y a quelques jours. C'est assez énorme ce qu'ils ont fait. Maintenant, c'est des interposeurs optiques, il y a clairement du hardware derrière. Dans le cadre du programme IPCEI. Du IPCEI Nano, il y a deux autres éléments récents en Espagne. OpenShip qui a levé 110 millions d'euros en fonds publics, c'est juste hallucinant. Seminamix qui a levé 38 millions d'euros. Du coup, oui, il y a peut-être quand même un conservatisme côté français à privilégier, je reviens sur les acteurs établis, plutôt qu'être en rupture sur des sociétés faiblesses ou des sociétés émergentes. Donc il faudrait peut-être quand même un peu travailler ce point-là. Bon. Maintenant, ce que vous disiez sur l'EDA Design Platform qui est lancé par la Commission, c'est un très bon point. Malheureusement, dans notre cas, on est un peu on a des besoins de calcul qui sont énormes, on a plus de 300 serveurs, on a dépensé 15 millions d'euros
pour développer notre propre ferme de calcul qui nous permet de faire la conception de notre produit. Parce que dès qu'on développe en mode souverain, on est obligé de s'éloigner de tout ce qui est US Cloud Act, donc il est hors de question de designer chez AWS, chez Azure ou chez Google. Mais c'est une très bonne initiative et ça peut permettre de baisser la barrière à l'entrée pour pas mal de sociétés. En abordant le sujet, j'étais un peu inquiète quand je vois la course à l'échalote avec les montants investis en Asie. Quand la Chine met un fonds, je vois qu'ils investissent 40 milliards. Steph Baburek, je me tourne vers vous. Est-ce que, voilà... à part ces montants, c'est formidable ce qui est fait en Europe, Chip Act, on parle de 43 milliards, mais voilà, il y a quand même un gap avec les États-Unis aussi. Est-ce qu'il faut juste s'inquiéter comme moi, ou on peut se dire, non mais quand même, si c'est critique, si c'est employé au bon endroit, investi, alloué au bon endroit, on a des chances de monter effectivement de mieux défendre notre souveraineté et de renforcer nos capacités de production, d'indépendance. Oui, bien sûr, et effectivement, encore une fois, donc pour revenir sur le thème de la spécialisation, et sans opposer fab owners ou fabless, je pense que l'idée, effectivement, c'est que les investissements, ils servent à l'ensemble de la chaîne de valeur, du matériau à la fonderie, au fabless et aux designers. Encore une fois, les montants que vous citez... en Chine, ils sont impressionnants. Après, ils doivent saupoudrer un certain nombre de secteurs avec une prise en compte des contraintes d'importation qu'ils subissent sur certains composants et sur certains équipements. Aux États-Unis, les sommes sont tout aussi importantes, mais encore une fois, l'Europe peut sortir son épingle du jeu en étant focalisé sur certains secteurs et en faisant un effet de levier assez important quand on parle notamment de l'innovation, des centres de R&D dont Leïs faisait allusion plus tôt. Donc on a parlé du CEA-Leti, de l'IMEC, du Fraunhofer Institute, qui sont réellement des viviers de start-up. Après, je pense que on a du VC qui est relativement actif en France et en Europe, sans doute pas assez encore sur les semi-conducteurs, parce que dans les semi-conducteurs, on est dans le temps long. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui a pêché à la suite des années 2000 et 2010. On n'a pas encore assez mis d'efforts sur le financement pour supporter des projets où technologiquement c'est compliqué, il faut faire des paris. Il faut des talents et a fortiori quand il faut monter une fab ou une pilote, les investissements sont élevés avec une visibilité qui souvent dépasse pas les 3, 5, 7 ans. Donc on peut y arriver. Le corporate joue aussi son rôle à la fois en tant qu'investisseur en innovation et en capacité industrielle, mais aussi parfois à l'aide de corporate venture, soit en direct, soit via l'investissement dans certains fonds. C'est ce que fait Soitec. Qui investit notamment dans des fonds qui ensuite peuvent investir et soutenir des fablesses. Et on le fait avec cette compréhension de la chaîne de valeur. Merci. Grégoire Chauvière-Le Drian, je crois que la question, c'est plus tellement de savoir si l'industrie, si l'Europe va parvenir à s'imposer dans les semi-conducteurs. Elle n'a pas d'autre choix que d'y parvenir, de toute manière. Quelles sont les priorités aujourd'hui? Avoir les moyens de financement, on sent bien quand même qu'il y a une volonté maintenant politique et puis les acteurs sont là. Il faut de l'audace. Quel est votre point de vue? Mais je pense qu'on a, et je partagerai un peu le même optimisme, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un écosystème qui est présent et on a les éléments pour permettre cette réussite. En France notamment, évoquons-le, on a le CEA, on a des acteurs publics comme BPI, comme France 2030, on a un soutien, je dirais, supplémentaire à travers l'Europe, à travers ce que fait la BEI. On a évoqué tout à l'heure, Thomas Courbe le précisait, le Tech Champion, l'initiative Scale Up qui permet d'accompagner des tours de table de fonds
fonds de plus d'1 milliard d'euros. Donc on a aujourd'hui une palette relativement large pour accompagner les acteurs, quels qu'ils soient, fabless ou pas, que ce soit sur des grosses productions d'entreprise ou sur de la R&D. Moi, je vous donne juste un rapport dans des opérations qu'on a pu faire. La plus petite opération, on a un seuil minimum qui est à 7,5. C'est une entreprise qu'on a accompagnée, Menta, dans le semi-conducteur. L'une des plus grosses qu'on ait pu faire l'année dernière, c'est Global Foundry, 750 millions. Donc on voit bien qu'il y a quand même une palette d'outils extrêmement large parce qu'on met en place tout ce qu'on peut pour accompagner les acteurs économiques, quels qu'ils soient, sur les différentes propositions qui sont faites. Il y a une question de la taille des puces qui est importante également. Est-ce qu'on arrive à se différencier? Mais on est dans un monde extrêmement complexe et avec une géopolitique différente, avec un soutien américain, soutien chinois et coréen. On a les outils en Europe pour pouvoir être compétiteurs et donc compétitifs. Très bien. Vous voulez intervenir? Oui, peut-être juste un mot, parce que je suis évidemment d'accord avec Grégoire sur la complémentarité des différents outils publics, privés, nationaux, européens. Nous, on s'attache beaucoup à construire un continuum de financement qui soit très efficace et très performant. Et il y a effectivement un domaine sur lequel on pense qu'on peut mettre encore plus d'intensité, c'est ce qu'on appelle le venture industriel, donc qui vient s'imbriquer entre le moment de l'amorçage, parce qu'on a effectivement quand même pas mal d'outils pour faire même du pré-seed, et puis beaucoup d'outils aussi qui sortent des laboratoires et des universités. Mais ensuite, quand il faut accompagner une start-up deep tech, alors avec un modèle fab cette fois-ci, entre le prototype et la première usine, il y a aujourd'hui peu d'acteurs en capital risque, capital investissement, qui sont équipés, outillés pour le faire. Donc on s'attache chez BPI France et aux côtés d'autres investisseurs institutionnels publics et privés, à redynamiser ce segment, de même que le segment de l'amorçage l'a été depuis 12-13 ans maintenant et avec succès, pour qu'il y ait vraiment une offre de fonds propres très professionnelle, avec des équipes très outillées pour accompagner les projets de start-up deep tech, notamment dans les semis, dont les modèles économiques vont emporter la construction d'un outil industriel. Philippe Noton, ce que vous entendez, ça vous redonne un petit peu le moral sur l'avenir. Et puis je voudrais revenir sur l'écosystème en France et en Europe. C'est important et on sent bien qu'il est en train de se consolider. Ça va dans la bonne direction. Avec un morceau qui manque peut-être encore, on a parlé d'accès au cash, d'accès aux ressources humaines. Il faut avoir des super technos, sinon on ne les vend pas. Maintenant, pour les vendre, il y a quelque chose qui n'existe pas encore en Europe, mais qui existe aux États-Unis, au Japon, en Chine, c'est le Buy Act et la commande publique. Je dirais qu'il ne suffit pas d'avoir les produits. Pour amorcer après la pompe, il faut bien les vendre. Et pour les vendre, il y a quand même des marchés publics auxquels il faudrait que les PME accèdent plus facilement. Donc concrètement, oui, si vous pouvez un petit peu développer. Dans notre cas, on a une jeunesse ça a démarré à Bruxelles dans le cadre d'un grant. Et derrière, il y a une joint undertaking qui s'appelle EuroHPC, qui a 8 milliards de budget, enfin 8 milliards Bruxelles et 8 milliards les États membres, qui a financé le consortium dont Cyper est sorti, qui finance tous les supercalculateurs, enfin la plupart des supercalculateurs publics européens, et qui a réussi à nous mettre en selle pour avoir notre premier design win, qui est la machine allemande qu'on appelle Jupiter, pour laquelle on va shipper en 2026. Donc là, la force publique a énormément d'impact, parce qu'en fait, c'était Cyper en face d'Intel et on a gagné, à côté d'NVIDIA, parce qu'il faut quand même des gros pour la partie intelligence artificielle, mais ça permet d'amorcer la pompe, ça va faire les premiers milliers de pièces, pour montrer qu'on est capable de faire un chip qui marche, le déployer et de faire un cycle complet. Et ça, c'est fondamental, ça devrait être vu globalement partout. Très bien. Julie Galland, est-ce que il y a quand même un moment, c'est clair, si on fait rien, on se fera imposer des technologies par les multinationales américaines, asiatiques, qui n'ont pas les mêmes fondamentaux. Vous y faisiez allusion au début. Je crois que c'est important qu'il y ait des productions responsables, éthiques, et vous êtes vraiment pionnier là-dedans. On n'a pas tous la même législation. Est-ce que il y a une chance qu'elle s'harmonise au niveau international, cette législation, ou la souveraineté technologique européenne, votre approche, il faut la défendre coûte que coûte, et que ça peut marcher. Alors, je ne suis pas forcément légitime pour répondre sur l'harmonisation de la législation. Bon, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, sur un certain nombre de points, et ça a été dit dans la table ronde précédente, on fait face aussi à un appel du marché. Un appel du marché du consommateur ou des industriels clients
qui, par exemple, sur la question de l'énergie, en particulier l'énergie électrique dont dépend l'électronique, elle n'est pas infinie. Il suffit de croiser, et nous sommes à peu près bien placés au CEA pour le faire, croiser les tendances, les prédictions que dit l'Agence internationale de l'énergie qui pousse pour des investissements extrêmement massifs pour augmenter les capacités de production électrique, mais néanmoins il y a des limites. Et de l'autre côté, la croissance exponentielle des besoins en matière de consommation électrique par les systèmes électroniques. Donc de toute façon, il y a un appel au marché, il y a des fondamentaux importants. La loi de Moore est en train d'arriver à son terme. Il y aura donc des disruptions massives de technologies et qui doit être vu sur toute la chaîne de valeur, depuis bien sûr les substrats, mais jusqu'au design des composants, au design des architectures, aux applications. C'est sur ce quoi nous attachons. Et donc finalement, oui, je pense que c'est par la souveraineté technologique qu'on arrivera à imposer et influencer aussi notre vision du numérique. Merci beaucoup. Si vous voulez un mot de conclusion ou non, c'est bon. J'ai cru que vous avez bougé. Écoutez, on comprend bien que le secteur est en quête d'un nouvel équilibre et que les acteurs présents sont forts avec des outils de financement, des grandes institutions qui sont là pour ouvrir le carnet de chèques et investir sur les bonnes technologies d'avenir. On sent bien qu'il y a une dynamique en cours. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants, Julie Galland, Grégoire Chauvière-Le Drian, Steph Baburek, Philippe Noton, Adine Lemaire, qui nous ont permis de mieux décrypter les enjeux de ce secteur.